Législative 2022. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-François Brockert. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maire de Tartas et vous vous lancez dans la députation pour devenir député national. Quelle est la motivation? Qu'est-ce qui fait que vous voulez ce mandat? Je dirais que c'est un petit peu l'aboutissement de 3 décennies d'engagement public, comme élu local, vous l'avez rappelé, et aussi comme collaborateur parlementaire auprès des différents parlementaires que j'ai eu l'honneur d'assister. Et donc, d'une certaine façon, j'ai envie aussi maintenant de prendre part au débat national. Et en plus, une dimension toute particulière, c'est il y a à peine un mois, nous avons eu la réélection d'Emmanuel Macron et je souhaite faire partie de cette majorité pour soutenir l'action du président de la République. Alors, comme vous dites, vous faites partie de la majorité présidentielle aujourd'hui. Vous avez un parcours justement où vous avez d'abord commencé à être socialiste. Qu'est-ce qui a fait que vous avez envie aujourd'hui d'être dans cette majorité? Quels sont les arguments qui vous ont fait changer de famille, si on peut dire? Je dirais que les ambitions que j'ai sont toujours les mêmes. C'est une ambition de solidarité, de justice sociale et d'efficacité. Donc j'étais effectivement membre du Parti Socialiste pendant presque 30 ans. Et il y a 5 ans, j'ai fait le constat qu'il y avait un décalage entre le discours officiel du Parti Socialiste et sa pratique au pouvoir, et que ce décalage me gênait et je ne me retrouvais plus dans cette famille-là. Même si les ambitions initiales restent toujours les mêmes, et que j'ai beaucoup de sympathie pour les militants de ce parti que j'ai fréquenté pendant un certain nombre d'années. Et donc j'ai fait le choix, il y a 5 ans, de rejoindre Emmanuel Macron dans sa tentative de dépassement entre les grandes idéologies, les grands partis qui structurent la vie politique française, parce que j'avais le sentiment qu'on était en situation de blocage, et donc cette démarche m'a intéressé. Et 5 ans après, je ne regrette pas cet engagement. Comme vous dites, les grands partis, on n'arrive plus, ça a beaucoup bougé. Aujourd'hui, si vous deviez en quelques mots donner la situation politique de la France, combien il y a de partis? On a l'impression qu'il n'y en a plus beaucoup. C'est très compliqué, effectivement. Paradoxalement, on pense qu'il n'y a pas beaucoup de partis, mais il y a beaucoup de candidats en tout cas, puisque nous sommes 9 sur cette élection législative. Et donc, on a l'impression que ce sont des micro-chapelles qui s'affrontent. Je crois qu'on est dans une période un petit peu particulière, je dirais, d'entre-deux. C'est-à-dire que l'ancien système qui a fonctionné depuis le début de la Ve République est à bout de souffle. On est dans une phase de recomposition qui va s'accélérer, je pense, à l'occasion de ce mandat. Et je pense que ce mandat, justement, va être très passionnant en termes de politique, puisque ça va être le moment d'une restructuration, une recomposition de l'espace politique. Et c'est pour ça que j'ai envie d'y être, par goût de la politique aussi, c'est d'abord cela, et puis parce que je pense que ça va déterminer l'avenir du pays. Alors, on va faire un peu le tour justement de ce que ça engendre, de ce qu'il y a à faire dedans. Avant, on va parler, quand on part comme ça, c'est un binôme maintenant systématiquement, donc vous partez avec une suppléante. Présentez-nous-la et dites-nous quel est le rôle pour vous d'une suppléante. Alors, ma suppléante, c'est Pascale Requena, qui est maire d'Agen-Meaux depuis 2020, qui est aussi présidente de la communauté de communes Chalosse-sur-Sang, qui est également conseiller régional, donc c'est une élue d'expérience, et qui est très appréciée localement. Alors le paradoxe, c'est que Pascal et moi, nous avons des histoires politiques différentes. Mais nous avons fait le même cheminement. Le cheminement que j'ai accompli, disons, en venant de la gauche, elle l'a fait venant du centre droit. Et donc, nous nous sommes retrouvés sur les propositions formulées par Emmanuel Macron, et ce même cheminement nous conduit à nous rassembler. Alors, nous sommes très complémentaires de ce fait, mais nous avons quelque chose en commun, c'est que nous sommes des élus locaux de terrain depuis de nombreuses années, 30 ans en ce qui me concerne, un peu moins on le redonne pour Pascal. Et je pense que cette prise en compte de la réalité du terrain est très importante pour porter la voix de la circonscription au niveau national. On va en parler justement de ce travail de député qui est très complexe, entre guillemets, puisqu'il y a 2 grands axes dans son travail. Avant, je voudrais qu'on parle
parti politique qui n'existe pas, justement, c'est l'abstention. Alors la première surprise, c'est qu'on en a très peu parlé pour les présidentielles. Là, on n'en parle pas du tout. On a l'impression que ça n'existe plus. Pourtant, ça va être un élément déterminant dans cette campagne. Oui, on sait très bien qu'on peut craindre, malheureusement, qu'il y ait une forte abstention. Je dirais que c'est un petit peu traditionnel, c'est un phénomène que l'on remarque d'élection en élection. Et puis on a eu l'exemple malheureux des élections municipales, puis des élections départementales où on a eu des sommets d'abstention. Alors, je dirais que ça vient un petit peu, je pense, de notre système politique, où on a l'impression que l'élection majeure, c'est l'élection présidentielle. Et que dès lors que l'élection présidentielle est intervenue, eh bien, les autres élections ont moins d'importance. Or, en réalité, je crois que c'est une impression contre laquelle il faut se garder, parce que, certes, il y a un président de la République, mais ce président de la République a nécessairement besoin d'une majorité pour mettre en place son programme de gouvernement. Et je crois que si j'ai un vœu à formuler à nos concitoyens, c'est de ne pas considérer que les élections législatives sont des élections mineures. Ce sont des élections qui ont une importance toute particulière, parce que c'est elles qui vont permettre justement la mise en place des politiques prévues autour du président Macron. Alors, je vais poser un peu une question taquine, si on peut dire. C'est que justement, une fois qu'il y a une majorité, on a l'impression, et d'où ma question, est-ce qu'en France, on est toujours en démocratie ou en dictature? Parce qu'on a l'impression qu'après, le président décide, tout le monde vote à main levée ce qu'on a donné, et qu'il n'y ait plus ce pouvoir de décision. Oui, enfin, moi, j'ai envie de dire aux gens qui s'interrogent sur la nature politique du pays, s'ils veulent essayer, ils n'ont qu'à essayer la dictature. Hein. Ils vont voir que ce n'est pas la même chose. Ça, moi, je trouve que ce sont des mots qui n'ont plus de sens. Et c'est ce que je déplore beaucoup dans le débat public, c'est que on a l'impression que les mots ont perdu totalement leur valeur. Et moi, ce que je souhaite, réintroduire justement du sens derrière chaque mot que je prononce. Et donc, pour moi, le fait de parler de dictature, d'oser même penser que nous sommes dans un pays de dictature, est quelque chose qui me hérisse le poil. J'ai pas d'autre expression, parce que je pense que c'est vraiment indécent. Je pense que les Russes savent ce que c'est qu'une dictature. Est-ce que, voilà, ça sera, donc on va parler du travail d'un député, donc ça peut être un travail, justement, ça pose tellement de questions et de choses entre l'abstention et les mots utilisés. Le travail d'un député, il est double, c'est-à-dire il va y avoir une action nationale et une action locale. Comment on arrive, une fois qu'on est député, à jongler entre les deux? On a l'impression que c'est assez complexe. C'est complexe parce que, et je peux en parler d'expérience, non pas que député, mais ayant été au service de parlementaires, et souvent la véritable difficulté, c'est de trouver la bonne articulation entre le national et le local. Lorsqu'on est un député de la République, le rôle principal, c'est de législateur. On est de facto solidaire d'une majorité. Mais parfois, il y a, dans certaines décisions, dans certaines orientations, des contradictions avec ce qui est ressenti au niveau local. C'est le jeu, enfin, le rôle du député, c'est aussi de représenter son territoire, et c'est de rappeler que bien la vocation de la République, c'est l'unité de la République. Mais que l'unité, c'est pas l'uniformité. C'est que dans les territoires, notamment les territoires ruraux comme les nôtres, on a des ressentis qui ne sont pas nécessairement ceux des territoires urbains. On sait que le rapport de force aujourd'hui est très favorable aux urbains, puisque la plupart de la population vit en ville, et qu'avec une vision de la vie qui est très marquée par certaines considérations, et qu'il y a peut-être une tendance à vouloir calquer toute la vie du territoire sur la vie urbaine.
Non, il y a d'autres territoires. Notre territoire rural en fait partie. Et je crois que mon rôle en tant que député, et avec Pascal comme suppléante, ce sera de rappeler cette donnée-là et d'essayer d'introduire un petit peu de vie locale dans la décision que nous prendrons. Alors, on va commencer à regarder un peu les différentes actions que vous mèneriez si vous êtes élu. On va le faire sous une forme parce que c'est pareil pour vous au niveau, on va parler du national parce que c'est pas les mêmes enjeux comme vous venez de dire. Donc au niveau national, demain, quels sont les gros enjeux sur lesquels il faut aller se battre? Le premier enjeu, c'est celui du pouvoir d'achat. Nous sommes dans une situation très particulière. Situation de guerre, puisque qui aurait cru il y a encore quelques années que la guerre serait aussi présente sur le territoire européen? On pensait en avoir fini depuis 1945 et l'actualité nous démontre que c'est un petit peu plus compliqué, que les bruits de bottes, on les entend très fortement. C'est un contexte qui est totalement inédit, avec ce que ça entraîne en termes de crise économique, de difficultés sociales qui vont venir en même temps. On sent bien qu'il y a une reprise de l'inflation. Alors, c'est pas l'inflation que j'ai connue quand j'étais jeune. Je me rappelle de l'inflation à 15%, mais au début des années 80, mais on s'était habitué à vivre sans l'inflation. Elle revient et donc elle va grever le pouvoir d'achat. Et donc aujourd'hui, l'urgence, c'est véritablement de faire en sorte que les acquis de pouvoir d'achat qu'on a pu constater ces dernières années ne soient pas totalement dévorés par l'évolution des prix. Et c'est pour ça qu'il y a tout un paquet de mesures qui est nécessaire et qui devrait être pris dans les prochaines semaines. Et d'ailleurs, je crois que c'est la priorité des priorités. Alors justement, vous dites des mesures, quel type de mesures pour que ce pouvoir d'achat avec la personne, parce que là on revient à ce que vous disiez, entre l'urbain, prenons l'essence aujourd'hui, qui est un vrai problème, entre l'urbain qui lui va circuler en bus et nous qui avons besoin immédiatement de faire des kilomètres, comment on peut trouver une réforme qui permette à tout le monde? Alors il y a plusieurs propositions qui ont été formulées. Il y a un paquet de mesures donc, qui ont commencé à être dévoilées. Je pense qu'elles seront amendées, peut-être corrigées, voire abondées par d'autres mesures. D'abord, il faut rappeler les mesures qui ont déjà été prises avec les boucliers électricité et gaz. C'est quand même 26 milliards qui ont déjà été investis par la collectivité. Là, prochainement, on pense à le triplement de la prime Macron, qui va permettre de donner jusqu'à 6 000 euros pour les salariés sans charge ni impôt. L'indexation des retraites sur l'inflation, la revalorisation du SMIC, de manière la revalorisation très importante du point d'indice pour les fonctionnaires, qui était gelé depuis de nombreuses années, de manière à ce que l'ensemble des couches sociales puissent bénéficier d'une aide pour maintenir leur pouvoir d'achat. Ça, c'est le premier point pour les revenus. Et puis, il y a d'autres mesures qui vont sans doute être adaptées. Vous savez qu'il y a la remise sur l'essence. Alors, peut-être faudra-t-il l'adapter pour qu'elle soit ciblée particulièrement pour nos zones rurales où on a besoin de la voiture, pour les grands rouleurs, et puis pour les personnes qui ont des faibles revenus. Et puis, on parle également de chèque alimentation. Pour notamment les revenus les plus faibles, de manière à accompagner cette augmentation des prix alimentaires qui commence à peser cher. Il suffit de prendre son caddie tous les samedis et on s'en rend compte. Un des deuxièmes sujets qui revient beaucoup, c'est qu'on sort d'une période compliquée qui est la santé avec le Covid. On pensait que suite au Covid, il y aurait des réformes qui permettraient au niveau santé. On s'aperçoit que c'est toujours quand même un peu, j'allais dire flou, ça part dans tous les sens. Comment aujourd'hui rassurer à ce niveau-là? Les chantiers sont énormes. Hein. Les chantiers sont énormes. On paye quelques décennies un petit de manque d'empathie et manque d'intérêt sur ces sujets-là.
les médecins, il faut 10 ans pour former un médecin, ce qui fait que les médecins de 2030, nous les connaissons, ils sont déjà là. Cela fait 5 ans que le numerus clausus pour formation des médecins a été levé, mais les effets que ça va produire seront réels au terme de la décennie. Donc on sait qu'il y a une dizaine d'années où l'on va manquer de praticiens. On sait que les métiers aussi à l'hôpital, dans les EHPAD, sont des métiers très compliqués, qui supportent beaucoup d'engagement, beaucoup de fatigue pour les professionnels. Et en termes de rémunération, ce n'était pas à la hauteur de l'engagement. Il y a eu le Ségur de la santé avec une revalorisation très forte des personnels, puisque au moins 183 € par mois pour certaines professions et voire davantage en prenant en compte l'ancienneté. Bon, c'est un processus qui est amorcé. Ce processus, il faut le poursuivre dans les prochaines années. Je pense que c'est effectivement un des enjeux de ce quinquennat. Et puis dans les territoires aussi. On agit localement pour faciliter le regroupement des professionnels de santé au travers des maisons pluridisciplinaires. Moi, je suis dans un territoire, le Pays Tarusat, où nous avons récemment pu inaugurer une maison pluridisciplinaire. Peu à peu, l'ensemble du département se couvre. Il y a un maillage qui est en train de s'opérer. Le but étant qu'il y ait l'accessibilité pour l'ensemble des Landaises et des Landais à des soins de premier recours. Mais ça, c'est des efforts communs qu'il doit y avoir entre l'État, les collectivités, et de prendre en compte cette dimension très très forte qui est importante pour le concitoyen. C'est déjà 2 gros sujets. Un 3e gros sujet pour vous au niveau national qu'il faut prendre à pleine main? Il y a aussi la solidarité. Moi, il y a une proposition du président Macron que je trouve très intéressante, c'est le versement à la source des prestations, qui serait effectif si les Français nous font confiance dès le début d'année 2023, c'est-à-dire que de la même façon qu'il y a le prélèvement à la source pour les revenus, il y aura aussi le versement à la source. C'est-à-dire qu'on sait que beaucoup de prestations qui sont offertes, dont peuvent bénéficier plus précisément nos compatriotes, ne sont pas utilisées. Il y a ce qu'on appelle le non-recours. Il y a une grande partie des bénéficiaires potentiels du RSA qui ne font pas la demande ou d'autres prestations. Et avec le versement à la source, eh bien, ce vide sera comblé. Et donc je pense que c'est une véritable amélioration pour le soutien en faveur des plus fragiles. Et je pense que ça sera une petite révolution. Alors, on a fait un peu le tour des 3 gros problèmes nationaux à attaquer. Au niveau landais, pour vous, demain, vous êtes sur le terrain déjà, donc vous avez déjà une vision. Quels sont les 3 sujets phares qu'il faut prendre à pleine main dès votre élection? Moi, un premier sujet, c'est la souveraineté alimentaire. Pardon. La crise nous a démontré la fragilité de nos organisations, la fragilité aussi du système économique tel qu'il est organisé. On l'a vu tant sur le plan industriel, sur le plan également agricole. Et donc, il faut que l'on reconquiert notre souveraineté. C'est-à-dire qu'il faut que l'on puisse produire localement, mobiliser toutes les ressources qui sont possibles pour faire en sorte, pour sécuriser le quotidien des habitants. Un enjeu très fort, c'est la souveraineté alimentaire. Si l'on veut manger mieux, une meilleure alimentation de qualité, avec des produits qui sont fabriqués localement, qui sont, comment dire, aussi moins chargés
en pesticides, toutes ces choses-là, eh bien, on a besoin de repenser notre modèle agricole. Alors, nous avons la chance d'avoir des agriculteurs très performants dans les Landes. Ce sont des agriculteurs qui sont très résilients, qui ont toujours su s'adapter. On leur a demandé de produire plus, ils ont produit plus pour nourrir la population. Puis on leur a demandé d'aller vers des signes de qualité, enfin des produits de qualité, ils l'ont fait. Je pense qu'ils sont prêts à prendre leur part dans ce grand défi. Mais pour ça, il y a un problème, enfin il y a un préalable, c'est que l'on permette de produire. Et nous avons besoin, pour produire, pour la diversification, pour faire face à d'éventuelles crises sanitaires comme on a connu, les crises aviaires, tout cela pour remédier à tous ces problèmes qu'on connaît, eh bien, on a besoin de mobiliser une ressource importante qui est celle de l'eau. Alors c'est un débat très fort qu'il y a dans la société. On a toujours tendance à opposer les agriculteurs et le reste de la société, alors qu'en réalité, ce que demandent les agriculteurs, c'est un accès à la ressource en eau pour produire des produits de qualité et aussi pour être efficace et d'avoir aussi un niveau de rendement qui leur permette de sécuriser leurs revenus. Voilà. Alors c'est un débat qu'on aura, mais moi je veux porter ce débat-là au niveau national parce que c'est une spécificité un petit peu lando-landaise, mais je crois que le débat de la ressource en eau, l'accès est important. Deuxième sujet, je vais très vite. Il nous reste 3 minutes. Ce sont les services publics en milieu rural. Il faut à toute force maintenir un maillage très fort des services publics en milieu rural et on y travaille dans les collectivités. Il y a les déploiements des espaces, des maisons France Service. Tout cela doit être conforté. Et troisième sujet aussi, tout ceci doit être fait dans le respect de notre identité gasconne. Et donc, je serai vigilant par rapport à les fonctions que les Landais voudront bien me confier, à défendre aussi cette spécificité. Alors justement, on vote le 12 juin. Jusqu'au 12 juin, vous allez prendre votre bâton de maréchal, comme on dit. Quelles sont les dates clés auxquelles on peut vous rencontrer? Disons que tous les soirs, à partir de maintenant, j'ai des réunions publiques sur l'ensemble des communes, enfin des communes principales de la circonscription, une quinzaine de réunions publiques. Il y aura aussi des rencontres sur les marchés. Je vais faire des rencontres dans les entreprises, chez les particuliers. Et puis je suis facilement joignable. À Tartas, tout le monde le sait. Donc je me rendrai, j'irai à la rencontre des Landaises et des Landais un petit peu partout. Alors, on arrive à la fin de cette interview et je vais vous poser la question que je pose systématiquement à tout le monde. Le 12 juin, donc, on va aller voter. On va se retrouver avec dans votre cas, 9 possibilités de vote. En quelques mots, pourquoi je dois voter Jean-François Brockher plutôt que de prendre une autre personne? Mais écoutez, si vous voulez de la stabilité dans ce pays, si vous voulez de l'apaisement, si vous voulez que le président de la République puisse mettre en place la politique qu'il a proposée au pays et qui a été validée, il faut élire un député de sa majorité. En plus, l'avantage, je dirais, que vous aurez en votant pour moi, c'est que vous aurez un député issu du terrain, qui a une bonne expérience des collectivités locales, qui connaît bien son territoire et qui aura à cœur de défendre les dossiers du territoire auprès du gouvernement et qui saura s'y faire entendre. Merci beaucoup d'avoir pris le temps dans cette campagne de venir nous voir. Donc je vous dis au soir du 12 juin, à très bientôt. À bientôt, au revoir.